Donc, l'objectif pour moi, c'est vous brosser un peu un tableau de la situation actuelle concernant l'industrie pharmaceutique et du diagnostic, mais aussi de donner des messages positifs, parce qu'il y a des progrès réalisés, des avancées, et c'est mon propos aujourd'hui. Donc, en fait, ce que je voulais commencer à partager avec vous, c'est que cette dissémination de la résistance aux antibiotiques, elle est aussi liée à la globalisation. Si on regarde d'une part l'évolution du trafic aérien entre les années 1930 et 2020, on observe une explosion de ces échanges et de ces connexions entre différents pays. Et si on met en regard la dissémination d'antibiorésistance, on comprend que les bactéries résistantes et multirésistantes ont aussi emprunté ces voies et concourent ainsi à la dissémination de ces résistances. On peut vraiment parler de pandémie, donc il s'agit d'une épidémie, mais à l'échelon d'une zone internationale très large, d'une part, et silencieuse, parce que à la différence du Covid-19, qui était très aiguë, très brutale. Elle est plus sournoise, cette pandémie liée à l'antibiorésistance. Elle, elle est néanmoins très en développement. Et comme le disait tout à l'heure le professeur Epaulard, on parle aujourd'hui d'environ 700 000 morts. Et si rien n'est fait de manière significative, on constate que d'ici les années 2050, on pourrait avoir jusqu'à 10 millions de morts liés à l'antibiorésistance. À l'inverse, comme il était dit tout à l'heure, en termes d'innovation, on observe une diminution de l'arsenal thérapeutique, moins de nouveaux antibiotiques. La moitié du deuxième, la moitié du XXe siècle a été très riche en innovation en matière de nouveaux antibiotiques, comme vous pouvez le voir là, depuis la découverte de la pénicilline en 1928. Après, de nombreuses molécules avec de nouveaux modes d'action ont été découvertes. Et on voit par contre qu'à partir des années 1990, le pipeline de produits a diminué. Et c'est vrai que sur les 20 dernières années, il y a eu uniquement 5 nouveaux antibiotiques avec de nouveaux modes d'action qui ont été commercialisés. Donc, à l'inverse de cette dissémination de l'antibiorésistance, on observe une diminution de l'arsenal thérapeutique. En plus, la recherche et développement dans ce domaine-là présente beaucoup d'échecs. Cette recherche et développement, elle est principalement portée par des petites sociétés qui ont souvent des problèmes de financement et qui malheureusement font faillite parce qu'elles ne peuvent pas assurer un développement clinique qui est très onéreux. Donc ça, c'est la partie thérapeutique. Après, en ce qui concerne la valeur du diagnostic, l'origine des infections, elle est souvent difficile à définir, ce qui montre les limites du diagnostic clinique et du diagnostic empirique. Le diagnostic biologique, il est aussi insuffisamment utilisé en médecine délocalisée. Je veux dire par là, chez le médecin ou à la pharmacie, à l'exception, par exemple, des infections liées au streptocoque A, dans le cas des angines, et donc une utilisation assez limitée du diagnostic en médecine délocalisée. Après, les délais sont parfois trop longs entre le prélèvement, l'analyse, la validation, la fourniture du résultat au médecin, ce qui fait que le traitement optimal va être différé dans le temps et va concourir aussi à utiliser parfois des molécules qui ne sont pas appropriées. Enfin, il ne faut pas oublier que la prescription d'antibiotiques, elle est en majorité réalisée en médecine de ville, c'est-à-dire chez le généraliste, à peu près 90%. Et donc, il y a un enjeu capital au niveau de la médecine de ville pour limiter l'usage des antibiotiques. Alors, en France, sur les 10 dernières années, il y a eu une décroissance de l'utilisation des antibiotiques chez le médecin. C'est pas le cas chez les chirurgiens dentistes pour lequel la prescription augmente encore. Mais néanmoins, la France reste un gros consommateur d'antibiotiques, comme ça a été montré tout à l'heure, et on est en moyenne autour de 30% en termes de consommation supérieure à la moyenne européenne. Ensuite, les pays en voie de développement, il faut savoir, comme ça a été évoqué, que dans certains pays, il n'y a pas besoin de prescription d'antibiotiques. On peut aller directement acheter des antibiotiques chez le pharmacien. Des fois, ce sont des faux médicaments. Donc, on voit bien qu'il y a une problématique globale, pays développés et pays en développement.
Et enfin, dans 50% des cas, les antibiotiques ne sont pas prescrits de manière optimale. C'est parce qu'il n'y en avait pas besoin, parce que c'était une infection virale. Ou alors on n'a pas prescrit le bon antibiotique, ou la durée n'est pas suffisante et l'observante pas suffisante. Or, ça a été montré tout à l'heure, il existe une corrélation très nette entre le taux de consommation d'antibiotiques et l'émergence d'antibiorésistance. Il y a deux piliers qui sont vraiment importants dans le cadre de la maîtrise de l'antibiorésistance. C'est la prévention des infections et d'autre part le bon usage des antibiotiques. Enfin, la troisième dimension qui explique ce constat aujourd'hui, c'est les limites du modèle économique actuel. D'abord, le marché des antibiotiques, c'est un petit marché. Ça ne représente que 4% du marché des médicaments. Ensuite, 80% du marché des antibiotiques est dominé par les génériques. Et du coup, chaque fois qu'un nouvel antibiotique est développé, il va être comparé par rapport à un produit générique dont la valeur économique est assez faible. Et donc, ça pose un problème après en termes d'amélioration du service médical rendu. On n'arrive pas à atteindre les catégories pour lesquelles les valeurs sont les plus élevées. Peu de grandes sociétés pharmaceutiques sont présentes désormais sur ce segment, hein, à l'exception de Pfizer et de Merck, mais beaucoup d'innovations sont portées par les petites entreprises avec des difficultés de financement. Et le potentiel commercial est limité. Il faut voir qu'un antibiotique, c'est à peu près 1 milliard d'euros de développement et le retour sur investissement n'est pas assuré. En moyenne, sur les 10 dernières années, le chiffre d'affaires moyen a été de l'ordre de 40 millions d'euros pour les nouveaux annuels, pardon, pour les nouveaux antibiotiques commercialisés. Et ce secteur, en plus, est beaucoup moins intéressant pour les industries pharmaceutiques que les domaines des maladies chroniques comme le diabète, la cardiologie ou l'oncologie. Enfin, c'est un marché qui est basé sur les volumes, donc il ne va pas favoriser, je dirais, une utilisation limitée de ces antibiotiques. Et enfin, la valeur du diagnostic, elle ne représente que 3% des dépenses de santé, même si 70% des décisions médicales sont basées sur un diagnostic. Tout ça fait qu'il y a donc une défaillance de marché à cause de ces trois éléments. D'abord, un marché limité pour l'industrie pharmaceutique, un modèle économique contraint et une valeur du diagnostic insuffisamment reconnue. Mais néanmoins, il y a des avancées et des perspectives, et c'est ce que je veux partager maintenant avec vous. D'abord, il y a une prise de conscience et des actions. Ce document est issu d'un document de l'OMS et qui établit clairement quelles sont les priorités sur lesquelles les industriels doivent mettre leur attention. Tout d'abord, et en numéro un, c'est la tuberculose. Hein, il faut savoir qu'un tiers de la population mondiale est infectée par ce germe. Et ensuite, l'OMS a décrit trois séries de priorités critiques, priorités hautes ou priorités moyennes. Et pour revenir sur les priorités critiques, comme le disait tout à l'heure le professeur Epaulard, vous trouvez ici, par exemple, les germes tels que Acinetobacter baumannii ou Pseudomonas aeruginosa, qui sont résistants au carbapénème et qui posent de gros problèmes de traitement. Ensuite, il y a une prise de conscience au niveau politique. Lors de la réunion du G7 cette année, au mois de juin, il y avait une session spécifique auquel les ministres de la Santé ont assisté, qui concernait l'antibiorésistance. Ensuite, il y a un fonds qui a été établi d'1 milliard d'euros, constitué par des investissements de sociétés pharmaceutiques, de venture funds, pour assurer justement des développements de produits pharmaceutiques au-delà du prédéveloppement, lorsque les petites sociétés n'arrivent pas à faire le lien entre prédéveloppement et développement clinique. Au niveau européen, il existe aussi des actions. Et enfin, au niveau français, dans le cadre du plan Santé Innovation 2030, le thème des infections est clairement noté. Et au niveau du comité stratégique de filière santé en France, il existe un groupe de travail sur l'antibiorésistance qui réunit différents participants au niveau ministère de la Santé, au niveau des représentants des industries du diagnostic et thérapeutique. Donc, il y a une mobilisation et des actions qui peuvent se traduire au niveau de la France par les éléments suivants. D'abord, il existe une chef de projet, le professeur Pulsini, qui a une mission interministérielle concernant l'antibio-gouvernance et l'antibiorésistance.
Et comme il a été évoqué tout à l'heure, il y a des actions et des plans spécifiques en médecine humaine, en médecine vétérinaire et dans l'approche One Health, avec des actions concrètes qui concernent soit le grand public, soit les personnels de santé. Par exemple, au niveau santé animale, le plan Eco-Antibio, il faut voir qu'il y a eu de gros résultats obtenus. Les antibiotiques ne sont plus utilisés en France pour l'alimentation animale en tant que facteur de croissance. C'est pas vrai partout dans le monde. Comme l'a indiqué le professeur Pouillac, il y a une liste d'antibiotiques qui ne sont plus utilisables en médecine vétérinaire. Ensuite, il y a des innovations à la fois dans les domaines thérapeutiques, du diagnostic et de la gestion de l'antibiorésistance. Dans le domaine thérapeutique, il y a de nouveaux antibiotiques. J'ai cité là le céphidérocol, par exemple, qui cible justement les souches résistantes au carbapénème et qui a été nouvellement commercialisé. Une société qui est Entasis, qui a développé aussi une association de bêta-lactamine et d'inhibiteurs de bêta-lactamase et de carbapénémase, donc qui a réalisé un essai clinique vis-à-vis d'Acinetobacter baumannii multirésistant. Il existe aussi des apports de la recherche et développement en matière d'intelligence artificielle pour définir et concevoir de nouveaux antibiotiques. Et ensuite, il existe aussi des approches non traditionnelles, alors qui s'appliquent plutôt à des infections bactériennes graves, l'utilisation d'anticorps monoclonaux, la thérapie utilisant des bactériophages. Les bactériophages ont la capacité de lyser des bactéries ou les lysines de phages, ou enfin de traiter la réponse de l'hôte par l'emploi d'immunomodulateurs pour restaurer et améliorer la réponse immunitaire. Dans le domaine du diagnostic, de plus en plus de méthodes d'identification et d'antibiogramme rapides, ce qui permet de traiter d'emblée avec le bon antibiotique lorsque c'est nécessaire le patient, des solutions dites de point of care, c'est-à-dire auprès du patient, dans chez les médecins, dans les maisons de santé, qui permet justement une prise en charge rapide, des biomarqueurs qui sont aussi associés à la réponse de l'hôte, des nouvelles technologies, le séquençage par exemple. Les laboratoires de référence en France sont capables, grâce au séquençage, de suivre les profils, par exemple des Enterobacteriaceae, et de voir certains clones qui sont plus, je dirais, disposés à avoir une diffusion en facilité. C'est l'apport aussi des data et de l'informatique qui permettent d'avoir un diagnostic augmenté. Donc on voit cette association thérapeutique et diagnostique, ce qui fait que vraiment on peut faire une analogie entre d'une part le diagnostic qui est vraiment le détecteur de fumée et l'aspect thérapeutique, les antibiotiques, qui est l'extincteur. Tout ça pour dire que on ne devrait utiliser les antibiotiques que lorsque c'est approprié pour en réduire l'usage et la consommation et éviter l'émergence des résistances. Donc tout ça doit conduire à une médecine plus personnalisée, plus une médecine de précision et aussi favoriser l'antibiogouvernance. L'antibiogouvernance étant l'ensemble des règles, des méthodes qui permettent de faire et d'appliquer un meilleur usage des antibiotiques avec des indicateurs permettant de monitorer et d'observer les progrès réalisés dans ce domaine-là. Enfin, il y a aussi des incitations à des nouveaux modèles économiques. Alors là, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à passer sur la dernière? Voilà. Donc en fait, il y a d'abord favoriser l'innovation. C'est ce qu'on appelle les incitations push, pour pousser. Il existe des financements, Carbix, GAPI, GPIMR, pour faciliter l'innovation, pour la financer. Ce sont des aides publiques et qui viennent, je dirais, financer des petites sociétés pour améliorer et inciter à la découverte de nouvelles molécules avec de nouveaux modes d'action. Et il y a aussi des facilitations pour l'accès au marché. C'est les mécanismes dits pull, pour tirer. C'est par exemple de définir des nouveaux modèles de souscription au lieu d'avoir des ventes qui soient liées au volume. C'est de garantir pour les fabricants d'antibiotiques des revenus qui ne sont pas liés au volume pour justement préserver l'utilisation des antibiotiques
pour des usages bien spécifiques et non pas favoriser le volume. Et donc ces mesures, elles existent au Royaume-Uni, en Suède, aux États-Unis, en Europe, l'agence ERA, l'agence BIM qui regroupe les petites sociétés dans le domaine thérapeutique. Et en France, il existe des actions. Bah, d'une part, c'est le comité stratégique de filière et le groupe de travail sur l'antibiorésistance qui réunit ces différents acteurs, qu'ils soient publics ou privés, les industries pharmaceutiques, les industries du diagnostic, et aussi un travail avec la Toulouse School of Economics pour justement développer et proposer des nouveaux modèles économiques qui permettront ainsi d'avoir un modèle vertueux. Donc tout ça pour dire qu'en conclusion, on voit quand même que malgré les problèmes et la diffusion de l'antibiorésistance, il y a des perspectives et des actions qui sont menées pour améliorer cette situation et arriver à vraiment contrôler l'émergence de cette antibiorésistance. Voilà, je vous remercie.